Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale Nous amène en Russie et aux États-Unis pour parler du fameux coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais avant, je voudrais me plier un exercice, souhaiter une agréable journée à Meredith Dekouma, qui est une fidèle auditrice qui nous écoute ce matin sur les 104.5. Tu sais que tu dis que Bonne journée à elle. te plier à ton un exercice. Dis, tu vas faire big up? Oui, je lui fais un big up. Tu parles un gros français comme ça, je vais me plier un exercice. Oui, c'est gentil de déjà bonne signer journée une à toi, convention Meredith. Je suis content que tu internationale. nous écoutes. Oui. Donc, pour revenir à hier, à ce qui s'est passé hier, en fait, le monde entier avait les yeux et les oreilles rivés entre le fameux coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut savoir que c'est le deuxième depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et ce coup de fil est particulièrement important puisqu'il se tient à un moment où à la fois, il y a eu des discussions à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre une délégation américaine et une délégation ukrainienne, dans laquelle, évidemment, les Ukrainiens avaient finalement accepté l'idée d'un cessez-le-feu. Maintenant, il fallait comprendre les conditions dans lesquelles ce cessez-le-feu-là pourrait être accepté à la fois par la partie ukrainienne et par la partie russe. Donc, la partie ukrainienne avait demandé à ce qu'il y ait un arrêt des hostilités dans les airs et sur la mer, pas sur la ligne de front, et que, bien entendu, il y ait aussi une volonté de la part des Russes de vouloir reconnaître la souveraineté territoriale de l'Ukraine, donc potentiellement retirer leurs troupes de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris, bien entendu, même en Crimée. Et donc, de l'autre côté, il fallait maintenant aussi écouter le point de vue russe, et c'est la raison pour laquelle Steve Witkoff, qui était l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, avait été dépêché à Moscou pour justement s'entretenir avec un certain nombre de conseillers de Vladimir Poutine, y compris le président russe. Et ce dernier avait, lors d'une conférence de presse en présence d'Alexander Loukachenko, le président de la Biélorussie, estimé qu'il y avait un certain nombre de zones d'ombre, où il y avait un certain nombre de nuances dans lesquelles il fallait sortir, et que à ce titre, il fallait donc avoir une discussion directe avec Donald Trump pour essayer d'aplanir les choses. Et c'est ce qui s'est passé donc mardi et donc hier. Et Vladimir Poutine a donc eu cet entretien téléphonique avec Donald Trump. Il a duré, selon certains, entre 2h30 et 3h. Alors, au cours de cet entretien, les deux pays, le Kremlin et la Maison-Blanche, se sont fondés d'un communiqué, même s'il y a quelques variantes dans les deux communiqués. Pour ce qui concerne ce qu'on peut retenir de manière globale, les points communs dans ces deux communiqués, c'est que, les deux parties, donc la Russie a accepté l'idée d'un cessez-le-feu pour 30 jours, mais uniquement sur les infrastructures énergétiques. Donc, il n'y a pas de cessez-le-feu sur les airs, ni en mer, ni sur la ligne de front. Mais il y a un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Donc, la Russie accepte de ne plus bombarder les centrales électriques, les centrales thermiques, et donc tout le réseau électrique du pays, et l'Ukraine arrête de bombarder les raffineries et les infrastructures pétrolières qui se trouvent non loin de la frontière avec l'Ukraine. Et d'un autre côté, les deux présidents, la Russie a proposé un échange de prisonniers dès cette semaine, je crois, de 175 prisonniers. 175 prisonniers russes à échanger contre 175 prisonniers ukrainiens. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faudrait retenir. Et la troisième, c'est évidemment que la Russie a donc fait savoir qu'elle était prête à discuter sur d'autres détails en vue de permettre véritablement, le troisième point c'est aussi, ça c'est très important, la Russie a demandé à ce qu'il y ait un arrêt total de l'aide occidentale en faveur de l'Ukraine, y compris le renseignement. Donc ce sont ces trois points-là sur lesquels la Russie a, les trois propositions faites par la Russie pour un cessez-le-feu de 30 jours, donc uniquement sur les infrastructures énergétiques. Deuxièmement, un échange de 175 prisonniers. Et troisièmement, un arrêt de l'aide occidentale, arrêt militaire et du renseignement occidental en faveur de l'Ukraine. L'objectif étant pour Moscou d'empêcher tout réarmement de l'Ukraine et donc toute
possibilité de reprise du conflit dans les années à venir. Parce que les Russes estiment qu'ils ont déjà 2 mauvaises expériences, à savoir les accords de Minsk 1 et 2, durant lesquels, selon du point de vue des Russes, les Ukrainiens ont en fait profité des trêves que leur accordaient ces 2 accords-là, que leur ont apporté ces 2 accords-là, pour en réalité se réarmer et repartir à la guerre. Et donc les Russes estiment que, en dépit de Minsk 1 et 2, ça n'a pas empêché les Ukrainiens de se réarmer et de continuer à bombarder les groupes séparatistes qui se trouvaient à l'est de l'Ukraine, donc dans le Donbass. Et donc pour la Russie, il faut en réalité s'attaquer aux causes profondes de cette guerre. Ces causes profondes-là sont le fait qu'il y a eu une stigmatisation des populations russes qui sont situées à l'est de l'Ukraine, donc dans le Donbass, et l'autonomie qu'ils avaient demandée en 2014, dans Minsk 1 et 2, évidemment, cette autonomie n'est plus mise puisque la Russie, à l'issue du référendum organisé à fin de l'année 2021, a décidé d'annexer 4 provinces de l'Ukraine. Et donc, la question pour les Russes ne se pose plus concernant l'avenir de ces provinces-là. Pour la Russie, elles doivent faire partie de la Fédération de Russie. Et donc, quelles que soient les conditions, elles ne voudraient pas y renoncer. Et malheureusement pour les Ukrainiens, on est à une période où, d'un point de vue militaire, les choses ne s'arrangent pas. Dans l'est dans notamment les oblasts de Donetsk et Lugansk, on a vu véritablement des avancées encore russes, même si dans la région de Zaporijia, on voit encore que les choses stagnent véritablement. Il n'y a pas une vraie percée du front russe, mais il y a quand même une avancée quand même petite, mais il y a une avancée réelle des Russes sur le terrain. Et puis la deuxième grande chose, c'est que les Russes ont renforcé leur position dans la région de Koursk. Il faut savoir que en août de l'année dernière, les Ukrainiens avaient décidé de faire une percée en plein territoire russe. Ils avaient occupé la ville de Soudja et à peu près 1200 km au niveau de Koursk. On sait aujourd'hui que le commandement ukrainien a ordonné le retrait des troupes ukrainiennes de Koursk, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie semble avoir reconquis près de 99% du territoire. Et il faut savoir que les Ukrainiens avaient décidé de cette percée de Koursk là pour en faire une monnaie d'échange dans des hypothétiques négociations futures avec la Russie. Et la Russie a toujours eu une position ferme, à savoir qu'il est hors de question que l'on puisse d'une quelconque manière envisager d'échanger des territoires russes, en l'occurrence des territoires de celui de Koursk, contre des territoires du Donbass. Et donc la Russie est en train de reprendre véritablement la main dans Koursk, et ce qui fait que Vladimir Poutine sait qu'il se trouve dans une meilleure position d'un point de vue militaire. Ses troupes reprennent du poids de la bête, ses troupes avancent véritablement, l'Ukraine est en difficulté, et pire encore, elle n'a pas les hommes, puisqu'elle est obligée de mettre en place une nouvelle conscription, pour obliger les hommes, cette fois-ci âgés jusqu'à 40 ans, à aller au combat. Et elle est aussi obligée, bien évidemment, de demander plus d'armes à ces alliés occidentaux qui, malheureusement, font face aussi à d'énormes capacités à pouvoir fournir les armes nécessaires dont l'Ukraine a besoin. Et on sait que les Américains sont plutôt dans la tendance inverse, c'est-à-dire celle d'un arrêt des hostilités, et donc d'un arrêt de cette guerre, ce qui passe par une diminution, voire un arrêt aussi du soutien militaire accordé à l'Ukraine. Donc, c'est dans cette architecture-là, en fait, c'est dans ce contexte-là plutôt que s'est déroulé l'échange entre Vladimir Poutine et Donald Trump hier. Évidemment, pour le président américain, c'est une avancée, certes minime. Il n'a peut-être pas obtenu tout ce qu'il voulait, mais il a quand même obtenu l'idée d'un arrêt d'hostilité pour ce qui concerne les infrastructures énergétiques. Mais Vladimir Poutine a laissé la porte ouverte en expliquant que la mise en œuvre, en fait, d'un vrai cessez-le-feu devrait faire l'objet de discussions techniques et pratiques ultérieurement. Donc, ce qui veut dire que la Russie est prête à discuter sur un éventuel cessez-le-feu à la fois sur terre, sur mer et au sol, à condition qu'on lui accorde un certain nombre de garanties. Et ces garanties-là, pour la Russie, elles sont claires. 1. Pas de présence de troupes otaniennes en Ukraine. 2. Un arrêt de réarmement ou de soutien militaire à l'Ukraine. Troisièmement,
une interdiction pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et quatrièmement, on pourra dire une neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine deviendrait une espèce de zone neutre entre l'Est et l'Ouest. Et donc, voici un peu les conditions fixées par la Russie. Pour le moment, il est clair que beaucoup d'entre elles, et bien entendu le fait que les territoires annexés restent entre les mains de la Russie. Maintenant, bien évidemment, toutes ces conditions ne seront pas acceptables pour les Ukrainiens, même s'il est clair que d'un point de vue militaire et dans le contexte actuel, il est quasiment impossible pour les Ukrainiens de récupérer les territoires qui sont entre les mains des Russes. Mais ces derniers ne s'estiment pas vaincus pour autant. Ils estiment que même dans 20 ans ou dans 30 ans, si le contexte évolue, ils pourraient être peut-être en capacité de pouvoir reconquérir ces territoires-là. Donc ça veut dire de repartir à la guerre. Et c'est justement ce que la Russie ne veut pas. C'est la raison pour laquelle elle veut s'entourer d'un certain nombre de garanties. Les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité, c'est-à-dire le fait que ce soit les Occidentaux qui s'assurent de l'application du cessez-le-feu. Les Russes n'en veulent pas, ils veulent plutôt que ce soit d'autres pays. Ils ont pensé notamment à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, pour essayer de jouer ce rôle-là. Les Ukrainiens veulent reconquérir l'ensemble des territoires, y compris les territoires qui sont rentrés dans l'escarcelle de la Russie en 2014. Ça, évidemment, aussi, la Russie n'en voudrait pas. Mais ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine n'a pas du tout fermé la porte à des négociations en vue d'une trêve. Mais il est clair que la Russie, étant donné qu'elle a l'avantage du terrain, elle a l'avantage de disposer de beaucoup plus de temps, à l'opposé d'une administration américaine qui n'a que 4 ans. Et dans 2 ans, il y aura les élections de mi-terme, donc des mi-mandats. Donc la Russie est véritablement le maître des horloges et c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas aussi s'aliéner cette carte-là américaine, mais elle fait avancer les choses selon son bon vouloir, selon ses intérêts et selon son rythme. Ça, c'est véritablement la chose qu'il faut retenir pour l'instant dans la situation en Ukraine. Jean-Paul, on voit une photo où d'un côté il y a Paul Kagame et de l'autre côté Félix Tshisekedi et au milieu un roi émirati. C'est une photo fake ou bien ils se sont... Non, c'est une photo fake. Ils ne se sont jamais rencontrés. D'accord. Le président Félix Tshisekedi a fait le déplacement de Luanda pour rencontrer les responsables du M23. Ils ne se sont pas rencontrés en Arabie Saoudite ou autre part dans le monde? Non, ils ne se sont pas rencontrés en Arabie Saoudite. Ils devraient se rencontrer à Luanda, en Angola, mais le M23 a décidé de ne plus faire le déplacement pour protester contre le fait que l'Union européenne ait pris un certain nombre de sanctions contre certains membres dirigeants du mouvement et c'est ce qui a poussé le Rwanda à rompre toutes ses relations diplomatiques avec la Belgique. Exactement. Et bien entendu, la Belgique aussi a condamné le Rwanda et en représailles donc le Rwanda. Et il faut savoir que cette résolution de l'Union européenne était portée aussi par la Belgique. La résolution visant à condamner le Rwanda, à suspendre l'aide européenne accordée au Rwanda, était portée par la Belgique. Et donc c'est la raison pour laquelle en mesure de rétorsion, le Rwanda a décidé purement et simplement de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, a donné 48 heures aux diplomates belges pour quitter Kigali et Bruxelles a également fait de même avec les diplomates rwandais. D'accord. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.